bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le premier webinaire du Carnot Mer. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, l'objet du Carnot Mer, c'est de s'intéresser aux travaux de recherche et de relations avec les industriels qui concernent l'ingénierie marine, généralement utilisée dans un contexte de transition. Quand on avait lancé le Carnot, on parlait d'ingénierie marine durable, digitale et de-risquée. D'une façon plus générale, aujourd'hui, on s'inscrit dans toutes les transitions que nos sociétés ont besoin de gérer. Donc, c'est un Carnot dont l'idée a été initiée par l'Ifremer à l'École centrale de Nantes. Et puis, les unités qui nous ont rejoints amènent avec elles un certain nombre de partenaires que sont le CNRS, l'Université de Nantes, l'UBO et l'Université de Bretagne Sud. Donc, pour ce premier webinaire, on a choisi de s'intéresser à deux projets qui ont fait l'objet de travaux, qui font encore l'objet de travaux de ressourcement. Le premier, il est à l'intersection de travaux qui concernent des phénomènes biologiques et des questions on va dire, de digitalisation d'un certain nombre d'industries offshore. C'est un projet qui sera présenté par Olivier Kermorgan, qui s'appelle GOROF, et dont l'objectif est de suivre les biocolonisations sur les structures offshore. Et il vous montrera ce qu'il cherche à faire en termes en particulier d'algorithmes de fusion pour la localisation d'un certain nombre de robots sous-marins. Le deuxième sujet qui va nous occuper, ça concerne des questions associées au comportement des matériaux en mer et en particulier leur dégradation. Et c'est un projet c'est quelque chose de tout à fait important pour l'industrie en mer, surtout dans un contexte de durabilité des activités en mer et de minimisation de leurs impacts. Et c'est un projet qui nous sera présenté par Frédéric Grondin du GEM et Marinelle El-Khoury, également du GEM. J'ai oublié de préciser que Olivier Kermorgan porte le premier sujet depuis le LS2N. Alors, juste en termes de fonctionnement, un petit rappel. Donc, en fait, l'idée, c'est de consacrer 25 minutes par projet en prenant soin, et je demande aux intervenants d'y faire attention, de conserver 5 minutes pour les échanges à la fin. Je vous rappelle donc que ce webinaire est enregistré et puis que les participants n'ont pas la possibilité d'interagir directement. Donc, moi, je prendrai vos questions via le chat et je les relayerai aux intervenants. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Et puis, je vais passer la parole à Olivier qui va commencer par le projet GOROF. Bonjour à tous. Donc, je me présente Olivier Kermorgan et je tenais déjà à remercier le Carnot Mer pour le webinaire et surtout pour cette opportunité de monter des projets locaux orientés sur la robotique marine et sous-marine. Enfin, sur la robotique, sur la mer, pardon. Pour moi, c'est la robotique. Donc, le projet GOROV, ça veut dire Goal Oriented Rov. Et donc, on est deux permanents dedans. Donc, moi-même, enseignant-chercheur en robotique au LS2N à Centrale. Et Franck Skouff, qui est lui enseignant-chercheur en génie civil du côté du GEM et de l'Université de Nantes. Donc, ce projet a été déposé dans la première campagne, autant que je sache, en 2021. Et donc, le but, c'est d'aller étudier la biocolonisation des structures immergées. Donc, vous verrez une magnifique image tout de suite. Donc, l'objectif, c'est d'aller automatiser le suivi et de le localiser, donc le suivi de biocolonisation. Donc, vous avez une petite image à droite, qui est une image qui a été tirée du site FloatGen. Donc, c'est l'éolienne flottante du site expérimental SEMREV.
Et c'est une image qui a été prise quelques mois seulement après avoir déposé l'éolienne, avoir posé l'éolienne en mer. Et donc, vous voyez qu'il y a un effet de récif artificiel, ce qui est très bien par ailleurs. Donc, dès qu'on met une structure en mer, hein, il va y avoir ce qu'on appelle de la biocolonisation, donc des animaux, des végétaux qui vont venir se fixer sur la structure. Donc, on peut trouver ça très bien, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même suivre pour notamment vérifier qu'il n'y en a pas trop, que ça ne va pas nuire à la réponse de l'outil par rapport aux efforts qui viennent des courants, des vagues, etc. Puisque évidemment, quand on commence à avoir des moules, des étoiles de mer, des algues qui se mettent un peu partout sur les structures et notamment sur les ancrages, donc les chaînes qui retiennent l'éolienne, puisqu'elle est flottante, ça peut induire beaucoup plus d'efforts sur tout le matériel. Donc, l'objectif de ce projet, c'est en 2 temps. Donc, il y a une partie robotique et une partie analyse visuelle de la biocolonisation. Donc, on avait un peu chacun notre casquette, enfin, on a toujours d'ailleurs, chacun notre casquette avec Frank Spoof, où donc moi, je m'occupe de la partie robotique, où le but, c'est d'aller rendre ça automatique, de pouvoir avoir un robot qui fait son inspection, on va dire, automatiquement. Mais si moi, je sais faire se déplacer un robot sous l'eau, je ne sais pas analyser les images que ce robot perçoit, enfin, en tout cas pas pour un suivi de biocolonisation. Et donc, ce que le GEM et l'Université de Nantes apportent dans ce projet, c'est justement l'analyse purement visuelle, donc être capable de caractériser la biocolonisation. Et évidemment, pour avoir un suivi dans le temps, il faut être capable de revenir au même endroit. D'accord, pour voir comment est-ce qu'un même endroit, que ce soit sur un mur sous-marin comme on voit dans l'image, ou que ce soit sur un ancrage, comment est-ce que le même endroit évolue mois après mois typiquement, et quand est-ce qu'il faut déclencher peut-être une opération de maintenance, de nettoyage, etc. Donc, on avait plusieurs tâches dans ce projet avec, d'une part, pour la partie robotique, un travail essentiellement en simulation au début pour aller valider des lois de commande, des façons de planifier un mouvement pour aller analyser automatiquement ce type de structure, aller se positionner en face d'un lieu qu'on arrive à réidentifier, donc un enjeu de localisation. Et ensuite, une fois qu'on est au bon endroit, réussir à bien stabiliser la caméra pour avoir une bonne prise de vue, pour ensuite avoir une image assez nette pour être analysée. Et du coup, sur la partie robotique, l'enjeu principal, c'était de pouvoir se localiser à la fois par fusion de données acoustiques, donc pour ceux qui font un peu de sous-marins, c'est typiquement ce qu'on appelle les USBL ou LBL. Donc, on se localise par rapport à des balises qui sont sous l'eau. Tout ce qu'on a, c'est la distance par rapport à ces balises. Et avec ça, on essaie de savoir où on est. Généralement, la précision, elle n'est pas démentielle. Donc, nous, comme ce qui nous intéresse, c'est de se localiser par rapport à une structure. En fait, l'idée du projet, c'est de se localiser à la fois avec ces données acoustiques et aussi par retour visuel, puisque de toute façon, on a une caméra sur le sous-marin qui va être utilisée pour analyser la biocolonisation, mais on peut aussi s'en servir pour mieux se localiser par rapport à la structure. Avec du coup une validation en bassin, idéalement à terme. Donc, comme je l'ai expliqué, le principal verrou, c'est la partie localisation, puisque la localisation est la commande de façon générale. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça GoRov, puisque l'objectif de ce ROV, c'est d'aller prendre des images suffisamment nettes pour être analysées après par un algorithme de traitement d'images. Et donc, le robot sous-marin doit avoir une façon de se déplacer qui améliore au mieux la qualité des images perçues. Et encore une fois, merci le Carnomère, puisque on a pu bénéficier d'une aide de 95 kilo €, avec essentiellement un salaire de post-doctorant, puisqu'on a un robot sous-marin à Centrale, il y en a un autre à l'université pour
mais il faut quelqu'un pour l'opérer, pour l'intégrer, etc. Puis ensuite, des missions. Alors, du petit matériel en sous-marin, ça rajoute vite des kilos euros, hein, puisqu'il faut que ce soit du matériel qui tienne dans l'eau, etc. L'avantage, c'est que, comme je disais, on a déjà des robots, un à centrale, un à capacité, donc la filiale valorisation de l'université. Donc, l'image que je vous ai montrée ici, c'est le robot de capacité. Et en particulier, on peut voir c'est un robot classique, hein, d'une entreprise américaine qui s'appelle Blue Robotics. Et donc, il a été un peu modifié par capacité. Notamment, il a beaucoup plus de lumière que le robot, on va dire, sur étagère. Il a 2 GoPro qui sont les 2 petits carrés qu'on voit en bas, enfin qu'on devine. Et surtout, il a un bras, pas du tout articulé, hein, c'est juste un bras qui mesure une trentaine de centimètres en fait, et qui est la bonne distance pour aller localiser, pour aller prendre des images. Donc l'idée, c'est que le robot puisse aller venir en appui sur la structure qu'il doit inspecter. Et le bras, en fait, va servir à la fois d'appui. Alors, pas celui-là, ça c'est la version 1. Le bras peut servir d'appui pour stabiliser le robot par rapport à la structure. Et il va aussi servir de déclencheur pour dire, voilà, là, on est à la bonne distance. On peut commencer à prendre des images qui, normalement, vont être nettes, puisque la focale va être au bon endroit. Donc, ce qu'on a fait dans ce projet pour l'instant, donc sur la partie simulation, on a fait une planification et un suivi de trajectoire dans un simulateur hydrodynamique. Donc, je ne suis pas le seul à développer ce simulateur. Vous voyez bien la vidéo, j'imagine. Donc là, on voit le petit robot qui est sous l'eau. Donc là, il est en train de se promener par rapport à la structure. Alors, les vagues visuelles dans le simulateur, pour l'instant, ne sont pas couplées à des vagues dynamiques. Donc, il y a un rendu visuel de vagues, mais il n'y a pas la dynamique des vagues. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment avec d'autres laboratoires, réussir à coupler le rendu visuel et la dynamique qu'il y a derrière. Et donc, vous voyez qu'on peut simuler une éolienne flottante. Et donc, avec un sous-marin qui, ici, il fait juste un suivi d'une paroi, puisque si on sait suivre une paroi, a priori, on saura suivre les autres. Et les travaux en cours, c'est d'aller simuler ce bâton, j'appelle ça un tangon, moi, mais simuler ce bras vers l'avant pour venir en appui sur la structure, en simulation, pour aller valider qu'on arrive bien à contrôler le robot pour qu'il s'appuie sur la structure et se stabilise pour obtenir les images les plus nettes possibles. Donc, c'est un simulateur qui est en open source. Enfin, en fait, c'est plusieurs simulateurs. Il y a la partie dynamique, la partie graphique, qui est juste là pour être jolie, hein, parce que là, sans la partie graphique, ça marche très bien aussi. Et donc, nos principales contributions là-dedans, c'est d'avoir fait une planification et un suivi de trajectoire où là, le robot se localise dans sa simulation comme il se localiserait en vrai, c'est-à-dire il ne connaît pas sa position absolue. Pour ceux qui ont essayé, hein, le GPS ne passe pas sous l'eau. Donc, on ne peut pas juste mettre une antenne GPS sur le robot. Il faut utiliser des systèmes de balises acoustiques. Et c'est ce système de balises acoustiques qui est également simulé dans le simulateur sur la partie dynamique. Et sur la partie robot réel, donc on a eu des premières campagnes de mesure en bassin. Donc j'imagine que certains reconnaissent le bassin, c'est le bassin de traction du Léa. Donc là, le robot est piloté manuellement. D'accord, et donc on lui met, donc là on repère, on voit bien le bras, donc c'est des images fournies par Frank Scoof. Et donc on identifie sur la partie rouge, c'est la vision pure, hein, il n'y a aucun traitement. Et sur la partie plus à droite, on commence à avoir de l'analyse d'image avec du coup ici une analyse de dimension de la biocolonisation. Donc, on arrive à détecter quelle est la surépaisseur induite par la biocolonisation sur ici un ancrage. Donc, vous voyez qu'on a les deux choses. On arrive à piloter un robot automatiquement autour d'une structure immergée en simulation.
on arrive à bien analyser des images sur images réelles, mais avec un robot pour l'instant piloté manuellement. Et l'idée, évidemment, c'est de pas faire c'est de pas aller faire de la vision en simulation, c'est d'aller faire un robot qui peut faire des mesures automatiques sur des sites réels. Donc, les principaux résultats qu'on a obtenus pour l'instant, c'est la partie contribution en stimulation hydrodynamique. Donc, le petit logo que j'ai mis sur la droite avec un petit sous-marin, c'est qu'en fait, ce projet nous a permis m'a permis de rejoindre un consortium international qui s'appelle le ROS Maritime Work Group. Donc, ROS, c'est un logiciel très utilisé en robotique. Enfin, c'est même un ensemble de logiciels qui est historiquement fait plutôt pour les robots mobiles ou pour les bras manipulateurs. Il y a eu des extensions pour des drones depuis 5-6 ans. Et donc, on commence à être suffisamment nombreux à l'utiliser pour la robotique, pour la robotique marine et sous-marine. Donc, on essaye du coup de standardiser des outils, que ce soit des outils de simulation. Donc, la partie hydrodynamique, typiquement dans le simulateur, moi, j'ai juste utilisé quelque chose qui avait été fait. Mais j'ai contribué sur la partie localisation et sur la partie planification, commande, donc suivi d'une trajectoire. Et comme vous avez pu voir à la slide précédente, du côté du GEM, on arrive de mieux en mieux à analyser la biocolonisation à un instant T. Et donc, tout l'enjeu de ce qui reste à faire, c'est d'être capable de revenir sur le même site, au même endroit, de refaire la même campagne de mesure pour du coup analyser dans le temps l'évolution de cette biocolonisation. Donc pour l'instant, les valorisations, j'avoue que c'est un projet c'est une première collaboration entre le LS2N et le GEM sur ce sujet. Donc on n'est pas à parler de valorisation. Je pense qu'un webinaire et quelques publications, ça ira très bien pour l'instant. Mais dès qu'on si on continue sur cette synergie, je pense que ça va se continuer avec un dépôt de projets un peu plus ambitieux type ANR. On avait identifié des verrous scientifiques qui finalement, pour l'instant, n'ont pas posé trop de problèmes, sans doute parce qu'on est encore en simulation. Donc, je pense que quand on passera sur la localisation réelle sous-marine, ça marchera moins bien qu'en simulation. C'est le principe d'une simulation. Par contre, la partie analyse d'image, pour l'instant, se passe bien. Encore une fois, sans doute parce qu'on est en bassin. Quand on ira analyser des images réellement sous-marines, donc en mer avec des particules flottantes dans tous les sens, ce sera sans doute un peu plus compliqué. Et paradoxalement, un verrou qu'on n'avait pas du tout identifié, c'est que la principale aide du Carnot mer était pour le salaire d'un postdoctorat. Et en fait, depuis le début du projet, on n'a pas trouvé de candidat. Donc, on a un équivalent temps plein qui nous manque sur le projet. Et c'est quelque chose qu'on identifie de plus en plus sur pas mal de projets. Et c'est quelque chose qui, moi, me fait un peu peur pour l'avenir. C'est tout pour moi. Donc maintenant, si vous avez des questions ou si vous voulez des détails, n'hésitez pas. Merci. Merci Olivier. Donc je vous rappelle, donc ceux qui souhaitent poser des questions à Olivier, n'hésitez pas à le faire via le chat, parce que c'est la seule possibilité que vous avez pour interagir avec nous. Donc moi j'ai une petite question, enfin j'en ai quelques-unes, mais c'est pour lancer les questions. J'ai un petit sujet sur la biocolonisation. L'exemple que tu nous as montré, c'était la biocolonisation le long d'un câble, oui, d'un ancrage ou quel que soit le câble. Oui. Comment ça va se passer si on revient à la première image qui a motivé ton exposé? C'était la question, c'était plus en termes de… Là, c'est plus quelque part une surface complète qui est biocolonisée. Tout à fait. Le monitoring de cette surface-là, ça fait aussi partie du projet ou vous êtes centré sur les câbles? Non,
on traite le monitoring de l'ensemble de la structure. En fait, à partir du moment où on arrive à bien se localiser, a priori, on pourra suivre à la fois les parties planes, on va dire, les grosses infrastructures et les ancrages, sachant que les grosses infrastructures sont plus faciles à suivre puisqu'a priori, elles bougent un peu moins. Donc, si on sait où elles sont et qu'on sait où on est, bah, on devrait arriver dessus. Pour les ancrages, il y a une autre partie qui est de réussir à les retrouver sous l'eau parce que on les voit de beaucoup moins loin et potentiellement, elles ne sont pas exactement là où elles sont dans un modèle CAO quelconque. Donc, il faut aller les chercher en plus. Donc, il y a une question qui est posée par Manel Zakaria, qui est la suivante. C'est pourquoi ne pas fixer les balises de navigation directement sur la structure ou utiliser un système qui couplerait le GPS et l'acoustique? Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, moi, mon objectif à long terme, c'est de développer un concept qui s'appelle les robots résidents. C'est-à-dire que je pense que quand il y a une ferme éolienne en mer, il doit y avoir un petit robot type chien de berger qui habite sur place. Et effectivement, dans ce cas-là, la solution la plus simple, comme on a déjà une infrastructure autour du robot, enfin, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est le robot qui vient sur l'infrastructure. Effectivement, la meilleure place pour mettre les balises, c'est clairement sous l'éolienne ou sous les éoliennes, puisque c'est des structures qu'on maîtrise déjà. Et du coup, le robot se localise ensuite déjà en relatif par rapport à l'éolienne. Donc, on n'a même plus besoin d'utiliser le concept de position GPS. On se localise uniquement en relatif par rapport à la structure qui nous intéresse. Après, pour l'instant, je n'ai pas la main sur, sur l'éolienne elle-même, mais je pense qu'à terme, un de mes objectifs, c'est de montrer que c'est la bonne façon de faire. Oui. OK. Alors, il y a une question ensuite de AMG. Donc, je n'en sais pas plus sur le nom. Donc, la question, c'était de savoir est-ce que l'analyse d'image repose sur une mesure d'épaisseur et est-ce qu'on envisage de repérer différents types de fouling, par exemple des algues versus des coquillages ou un... Alors ça, je pense que c'est des travaux en cours du côté du GEM. Effectivement, ils sont. Alors là, j'ai eu un exemple de caractérisation pour les ancrages où c'est plutôt la surépaisseur qui nous intéresse, puisque c'est ça qui va amener du fardage. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle de la traînée en tout cas. Et donc, c'est là où on déclenchera au bout d'un moment des opérations de nettoyage, etc., où ça pourra aider à mieux dimensionner les structures. Mais je pense que d'un point de vue, de la biologie, d'un point de vue de l'étude de la vie sous-marine, ce serait effectivement très intéressant de profiter de ce moyen pour également analyser le type de biocolonisation. Après, c'est des travaux qui sont côté GEM, côté analyse visuelle pure. Et après, donc on a une question de Pascal Casari. Alors là, c'est plutôt sur le mode de financement du projet. Est-ce qu'il y avait moyen de trouver d'autres guichets de financement que le Carnot pour financer ce projet-là ou est-ce que vous Alors, avez des recherches dans ce sens? il y a toujours moyen, mais on a également. Alors, il y a une foultitude. C'est très bien. Il y a pas mal de guichets sur la partie sur le génie océanique dans la région. Notamment, il y a tous les financements côté WIMEC. Donc, on en a eu également. C'est ça notamment qui nous a permis d'avoir le ROV de capacité, le ROV de Centrale Nantes. Il a été acheté sur des budgets enseignement, puisque à la base, il sert également à faire des TP de robotique sous-marine. Et on essaye de l'intégrer pour s'en servir également dans des projets de recherche. Après, c'est vrai que le Carnot Mer, on en a profité puisque c'était une occasion de lancer un projet avec un peu plus d'envergure tout en restant dans la région, donc au niveau local,
Et à ma connaissance, c'est un des premiers projets entre le LS2N et le GEM sur ce type d'application marine et sous-marine. Donc, on a vraiment profité du Carnot là-dedans, mais on avait d'autres guichets. Alors, pour l'histoire, le premier guichet auquel on est allé taper, c'est des projets qui s'appelaient eSeat Next il y a très, très longtemps. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire, hein, donc l'eSeat, c'était la première mouture du rapprochement entre Centrale et l'université. Et bon, ça s'est mal passé sur la première période. Et donc, il y a des financements qu'on aurait pu avoir qui ont été tout simplement annulés. Donc, moi, même si la question ne m'était pas directement posée, je vais y répondre vu du Carnot. Pour le Carnot, le projet Gorob, c'est un projet qui est pertinent à plusieurs titres. D'abord, la thématique est pertinente, hein. La biocolonisation, en particulier sur les structures éoliennes, c'est un sujet qui est d'importance. Donc, si on souhaite développer des interactions avec des industriels, c'est un bon angle d'attaque. Et puis, il y a ce que vient de dire Olivier, hein, c'est que c'est aussi une façon de créer du lien entre des liens nouveaux entre des labos. Et dans ce cadre-là, ce qui est fait entre le GEM et LS2N, même si c'est deux labos nantais, c'est très pertinent. Il y a aussi un autre sujet qui était pertinent pour nous quand on a décidé de financer ce projet-là, c'est que l'aspect numérisation des activités, c'était un sujet d'importance pour le Carnot, et faire un projet à l'interface entre du modèle et de la mesure, je dirais plus traditionnelle de l'environnement marin, c'était également un sujet pertinent. Donc, tout ça fait que moi, je suis très heureux que le Carnot, en tous les cas, ait pu financer ce projet-là. On va prendre une dernière question, parce que le temps tourne. Donc, c'est celle d'Aurélien Tancret. Et donc, la question, c'est est-ce que vous êtes déjà intéressé ou est-ce que vous avez déjà envisagé le rôle qu'un certain nombre de conditions environnementales vont pouvoir avoir sur la qualité des données, en particulier via la stabilité du ROV? Est-ce que les résultats vont être ROV dépendants? Et puis, est-ce que vous avez déjà envisagé les conditions max qu'il faudra avoir quand le ROV devra être mis en place en termes de conditions océano-météo? Oui, oui. Alors, moi, je fais pas mal de voiles, donc les conditions variables en mer, je vois un peu à quoi ça ressemble. Et alors là, clairement, le ROV qu'on a, c'est un ROV alors, qui a eu un succès fou depuis 5 ans, parce qu'il est pas très cher, mais il tient pas du tout la mer. Hein. Donc, on est typiquement dans le cas où quand on utilise un ROV, donc téléopéré, il faut le déployer depuis un bateau. Donc, c'est ce qui se passe actuellement avec des prestataires qui viennent faire de l'inspection, hein, des pilotes de ROV, etc. Et donc, il faut faire ça quand les conditions s'y prêtent. Donc, il faut réussir à synchroniser le rendez-vous avec le prestataire et le jour J, les conditions s'y prêtent ou pas. Donc, c'est tout à fait ROV dépendant et c'est pour ça que je pense qu'à terme, sur les fermes éoliennes, il faudra un robot résident qui, lui, de toute façon, sera sur place et pourra sortir quand les conditions s'y prêteront, puisque quand on est sur l'étude de biocolonisation ou sur de l'inspection régulière, on n'est pas à 3 jours près. Donc, on peut tout à fait aller faire le petit tour de ronde quand les conditions météo et les courants s'y prêtent, hein, puisqu'on a les horaires de marée jusqu'à la fin de la vie du ROV. Donc, je pense qu'à terme, c'est vraiment ça l'avenir de l'inspection sous-marine pour des infrastructures comme ça, c'est d'avoir un robot sur place qui peut tout simplement sortir quand les conditions s'y prêtent. OK. Écoutez, merci Olivier pour cette présentation. On va enchaîner sur la deuxième, donc c'est celle du projet Garça. Et merci à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis Frédéric Gondin, donc professeur des universités à l'École centrale de Nantes et au GEM. Alors, très bien, donc je vais vous présenter le projet Garça, je vais vous donner l'intitulé juste après. Donc, il sera présenté en 2 parties. Donc, moi, je vais présenter les objectifs généraux et je passerai la main à Marinelle Arouri, que je présenterai plus tard, pour présenter les avancées scientifiques sur le projet.
Donc, le projet Garçon, l'objectif, c'est de développer un dispositif de mesure de la dégradation des matériaux pleins ou creux immergés dans de l'eau de mer. Donc, l'idée, c'est d'étudier les couplages chimiques et mécaniques des structures, que ce soit des structures cimentaires ou des structures composites ou des structures métalliques. En fait, l'objectif du dispositif, c'est qu'il soit applicable à n'importe quel type de matériau. Dans le cas de ce projet-là, c'est un projet exclusivement réalisé au GEM, donc, et en plus à Centrale Nantes, donc, avec Emmanuel Rosière, Marina Larourie, Mathias Marcel et Vincent Wieseski, donc, qui travaillent avec nous sur ce projet. L'objectif, donc, il est dans l'axe 3 de l'ingénierie durable. Donc, l'objectif ici, c'est de travailler. Alors, on ne va pas modéliser et simuler en laboratoire, tester des structures comme on voit sur l'image ici, hein, mais l'idée, c'est d'avoir des éléments représentatifs de ces structures et donc d'assurer la durabilité des activités maritimes, donc en étudiant tous les risques de dégradation des matériaux. Donc, on verra après le couplage que présentera Marinelle. De développer à l'issue de ces résultats des protocoles, mais aussi d'étudier les propriétés des nouveaux matériaux, donc de voir un petit peu les possibilités de développer des nouveaux matériaux qui seraient un peu plus durables dans ce type de situation. Et donc d'avoir une analyse assez précise et très proche de la réalité maritime. Donc l'objectif, c'est par exemple de tester, on le verra, des structures de l'eau de mer reconstituée. Donc on va recomposer l'eau de mer, avoir un suivi de dégradation accélérée et ensuite avoir une méthode, un protocole d'analyse assez précis, hein, chimique et mécanique, pour essayer d'en déduire un comportement fiable. Donc les verrous, alors ici dans le système que l'on souhaite développer, c'est d'assurer naturellement un bon dimensionnement du système de circulation de l'eau de mer, parce qu'ici on passe par un système où on ne fait pas que simplement immerger dans de l'eau statique, mais on fait circuler l'eau de mer pour avoir un renouvellement et de la concentration en soluté et aussi d'avoir un maintien en température. Et donc de maîtriser dans le même temps donc, la mesure des déplacements, les déformations subies par la structure. Et donc pour ça, ce qui est prévu, c'est notamment de vérifier l'impact du niveau de l'auteur d'eau lors de l'immersion, voir si elle a un impact sur la maîtrise et la précision de la mesure de déplacement. Donc, ce dispositif-là, ce qui est prévu naturellement, c'est de le breveter à la fin du projet, donc le projet qui se terminera au mois de janvier 2024. Donc, c'est de breveter le dispositif et de mettre en place un protocole de mesure en fait, qui serait disponible ensuite pour les entreprises, donc de proposer un dispositif qui soit assez facile à redévelopper en entreprise et de mettre en place ce protocole de mesure qui accompagne ce dispositif pour pouvoir faire des essais n'importe où, dans n'importe quelle situation, n'importe quel laboratoire et sur n'importe quel type de structure. Alors, je vais passer la main à Marinelle maintenant pour qu'elle ait la main pour diffuser ses diapos. Je donne la main. Oui. Alors, bonjour, je suis Marinelle Lepoury, je suis ingénieure recherche au GEM à Centrale Nantes. Et là, je vais vous présenter l'avancement du projet à cette date-là. Donc, tout d'abord, je vais commencer par présenter le couplage qui existe entre l'attaque de l'eau de mer, donc la partie chimique, et l'effet du chargement, qui est la partie mécanique. Et puis, une caractérisation multi-échelle expérimentale va être abordée et présentée. Et finalement, ça sera les conclusions et les perspectives du projet. Donc là, pour commencer par cette partie, on est parti sur un prototype, un dispositif qu'on voulait implémenter. Et le dispositif avait pour but de tester des échantillons cylindriques. Ces échantillons ont pour but d'être testés, que ce soit des échantillons creux ou bien des échantillons plans. Alors, on a commencé à penser à ce prototype et le but était d'immerger ces solutions dans des solutions attaquantes tout en les chargeant mécaniquement. Et ainsi, voici une image 2D et 3D du prototype qu'on a fabriqué. Donc là, on peut voir le prototype. L'échantillon est placé dans un bac qui va permettre l'immersion des solutions. Et on peut voir que le chargement peut être appliqué sur la platine circulaire, la platine supérieure. Et à l'aide de ce prototype, on va utiliser des capteurs LVDT afin de faire le suivi des déformations. Donc là aussi, sur les parois du bac, on a prévu des trous
afin d'avoir des renouvellements réguliers dans la solution d'attaque. Et à l'aide de ce dispositif, on a mis un protocole expérimental en place. Donc, à l'âge 0, on réalise la fabrication des échantillons. Donc là, on a commencé par des échantillons creux afin d'accélérer le processus et de s'approcher au maximum de forme des pluies. Et là, on a testé un ciment OPC ou CEM1, qui est un ciment Ordinary Portland Concrete. Ce ciment avait un indice de Sadran qui est de 23,9. Donc, ce ciment n'était pas conçu pour l'attaque de l'eau de mer. Alors, le but était d'accélérer le processus et de le comprendre. Aussi, on a testé un autre type de ciment qui respecte l'indice de Sadran dans notre programme expérimental. Après 3 jours de fabrication, on a fait l'immersion des échantillons dans solution. Donc, les échantillons qu'on va nommer DEG ont été immergés dans des eaux de mer reconstituées au laboratoire. La salinité de cette eau de mer a été de 70 grammes par litre, qui représente le double de salinité de référence, pour aussi accélérer les résultats de diffusion. Et les échantillons de référence, ou bien les échantillons témoins, on les a plongés dans l'eau du robinet. Et après 28 jours, on a chargé mécaniquement les échantillons à l'aide d'un chargement constant. Et là, il faut préciser qu'on est resté dans le fluage primaire. Donc, la charge qu'on a appliquée est restée égale à 30% de la résistance des échantillons à l'âge du chargement. Donc, la résistance à l'âge de 28 jours. Et comme résultat, ici, je présente la complaisance de fluage. On peut voir que les échantillons dégradés ont flué un peu plus que les échantillons de référence. Et si on regarde la forme des courbes, on peut remarquer que cette courbe peut être divisée et interprétée en 2 parties. Donc, une première partie qui peut être interprétée à court terme et une deuxième partie qui peut être interprétée à long terme. Et ainsi, pour comprendre ce résultat à long terme, on a réinitialisé les courbes à l'âge de 3 jours après chargement. Et on peut voir que finalement, à long terme, les effets entre des échantillons dégradés et références n'étaient pas trop visibles. Et ainsi, on peut voir des déformations similaires, des formations de fluage similaires dans les 2 cas. Donc, ceci nous a fait poser plusieurs questions. En effet, c'était des questions fondamentales au projet. Donc, quel est l'effet du changement de la microstructure, vu qu'on est dans une eau de mer, donc des réactions chimiques vont avoir lieu et des changements de phase vont avoir lieu, mais on n'a pas pu savoir quels ont été ces changements de phase. Quel est l'effet de l'attaque de l'eau de mer sur les propriétés mécaniques, donc pas seulement sur le fluage, mais aussi sur, par exemple, la rigidité et la résistance. Et finalement, vu que l'eau de mer est composée de plusieurs ions, quelle est l'influence de chacun des ions sur les propriétés mécaniques de la structure? Ainsi, pour pouvoir répondre à ces questions, on avait mis en place une procédure expérimentale et numérique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la partie expérimentale en détail. Donc c'est une caractérisation multi-échelle expérimentale qu'on a fait. Cette caractérisation multi-échelle nous a permis d'utiliser des échantillons de mortier plein, des échantillons de mortier creux et des échantillons de pâte. Donc pour la caractérisation macroscopique, on a utilisé des pesées hydrostatiques, donc le suivi de la masse dans l'eau, le suivi dans la masse dans l'air et l'évolution de l'élongation de notre mortier. Et pour l'échelle microscopique, on a utilisé des échantillons de pâte dans ce cas-là. Et on a bien différencié les formations qui se font à la surface et au centre de l'échantillon. Ceci avait pour but d'identifier les fronts d'attaque, vu que la diffusion se fait de la solution de l'eau de mer vers le centre de l'échantillon. Et là, pour la partie microscopique, on a fait des analyses thermogravimétriques, des diffractions de rayons X, des observations au MEB avec des analyses chimiques. Donc là, comme résultat, je vous montre à l'échelle macroscopique l'évolution de la longueur de l'échantillon en fonction de l'évolution du volume. Et là, on peut voir que les échantillons creux ont été caractérisés par une évolution plus importante. Donc, ceci a permis d'accélérer le processus en partant sur des échantillons creux. Mais aussi, ce qui est important est que l'évolution de volume était plus importante que l'évolution en longueur. Donc, ceci nous a permis de voir qu'il y avait de nouvelles phases qui se forment à la surface de notre échantillon.
Et en essayant de faire le suivi et le calcul de cette épaisseur de phase formée, on a remarqué que cette épaisseur formée est linéaire en fonction du radical de temps, du square root de temps, et ceci est en lien avec la loi de Fick. Donc, on peut dire qu'il y avait des diffusions d'ions et des réactions chimiques qui ont été lieu. Et on a aussi pu voir que cette épaisseur était plus importante dans le cas des échantillons creux. Et là, on a pu identifier qu'il y avait une épaisseur qui s'est formée, donc des réactions chimiques qui ont eu lieu. Mais pour pouvoir identifier ces phases, on avait besoin des caractérisations microscopiques. Et là, je vous présente le résultat d'une caractérisation de DRX, diffraction rayon X, qui a été réalisée à la surface des échantillons références et dégradés et au centre. Donc là, on peut identifier les phases formées ou bien qui ne se trouvent pas à l'aide des pics. Donc là, on a le pic de brucite qui se forme uniquement à la surface des échantillons dégradés. Donc la brucite a été formée uniquement à la surface des échantillons dans l'eau de mer et pas dans l'eau de robinet. Pour la calcite, on l'a détectée dans tous les cas. Par contre, l'aragonite et la vatérite, qui sont les deux autres formes de CaCO3, ont été détectées uniquement à la surface des échantillons dégradés. Alors, comme formation surfacique, on a l'aragonite, la vatérite et la brucite. Et si on regarde le pic de sel de Friedel, on remarque qu'il a été formé dans l'eau de mer, mais au centre et à la surface. Donc, ceci appuie sur la capacité des ions chlorure à se diffuser vers le centre et réagir dans la microstructure du ciment. Pour le gypse, on l'a détecté à la surface de l'échantillon. Par contre, pour l'étringite et la portlandite, vu qu'on les a détectés partout, on n'a pas pu conclure si l'eau de mer a favorisé leur consommation ou bien leur formation. Donc là, si on résume ces résultats, donc on peut voir qu'il y a des couches centrales de brucite et de CaCO3. On a la couche qui est riche en sel de Friedel qui représente l'action des chlorures vers le centre et la partie centrale qui reste intacte. Concernant la partie intermédiaire qu'on a testée, l'âge de 2 ans n'était pas suffisant en effet pour interpréter ces résultats. Donc on s'est référé à la biblio. Et là, une étude qui a été menée sur un béton immergé pour 10 ans dans l'eau de mer nous a permis de caractériser cette surface, cette couche. Et c'est en fait la taxe sulfatique qui va être manifestée dans cette zone-là. Donc là, pour terminer cette partie, je vous présente les principales conclusions et les objectifs des perspectives. Donc, ce programme expérimental et surtout le prototype qui a été mis en place nous a permis de faire le suivi chimico-mécanique couplé des échantillons de mortier dans ce cas-là. Et l'effet du couplage entre les deux au long terme n'était pas très visible. Mais vu qu'on a observé des changements de phase importants à l'échelle microscopique, on peut conclure qu'il y avait une compensation entre des effets positifs et des effets négatifs des ions de l'eau de mer. Les effets protectifs de l'eau de mer étaient manifestés par la formation des couches riches en carbonate, en brucite et celle qui est riche en chlorure qui atténue la taxe sulfatique. Et pour la partie numérique que je n'ai pas présentée aujourd'hui, le modèle numérique qu'on a adopté nous a permis de séparer les ions. Donc, on a modélisé chaque attaque à part, chaque réaction chimique à part, afin d'étudier l'effet de chaque ion sur les propriétés mécaniques de la pâte de ciment. Et là, une compétition aussi a été observée entre les résistances et le fluage des couches modifiées chimiquement à l'échelle numérique. Comme perspective à ce travail, on vise à faire la prédiction du creep seawater attack, donc du fluage avec l'eau de mer sur les structures, pas nécessairement sur le mortier et les bétons, et analyser l'effet d'échelle. Donc, un nouveau prototype va être fabriqué à des échelles plus grandes et va être breveté comme indiqué par Frédéric. Pour le fluage, il est nécessaire d'essayer d'appliquer un ratio constant. Donc, dans notre cas, on avait impliqué une force constante. Pour la suite, il est intéressant d'appliquer un ratio force sur résistance qui soit constante.
Et vu qu'on a observé des effets positifs dans l'eau de mer, il est intéressant d'étudier l'autocicatrisation, le self-healing des structures dans la solution marine. Et vu que les structures offshore ne se limitent pas à la partie immergée, il est aussi important de voir l'effet des cycles wet and dry, donc des cycles de séchage et mouillage. Et là, je repasse pour Frédéric pour finaliser. Merci Marinelle. Alors, pour dire un petit peu quels sont les objectifs, alors Marinelle, là, elle a présenté les travaux déjà menés sur les matériaux cimentaires avec un premier prototype à petite échelle. Donc, l'idée du projet Carnot ici, Garça, c'est de développer un système de mesure à peu près identique, mais à une échelle plus grande pour mesurer des structures plus épaisses et plus grandes. Et notamment, comme elle l'a précisé, ça ne va pas concerner uniquement les matériaux cimentaires. Donc, il y a un doctorat qui vient de commencer en parallèle au mois de septembre, encadré par Amandine Cellino à Nantes Université Ogem, sur le couplage de structures béton composite, et donc avec des applications en eau de mer qui seront proposées, donc basées sur le dispositif et le protocole que l'on mettra en place ici. Donc l'idée du protocole, comme l'a montré Marinelle, c'est d'avoir un protocole à peu près équivalent, mais pour d'autres types de matériaux en mer, donc matériaux métalliques ou matériaux composites notamment. Donc les voies de valorisation aujourd'hui, alors je dirais qu'on peut avoir des voies de valorisation en projet ANR, c'est en discussion, ce n'est pas encore établi, mais c'est en discussion. Donc, il y a un autre projet région qui est en cours actuellement au GEM sur le stockage et l'extraction d'hydrogène profond. Donc, avec la possibilité notamment de voir des applications lorsque les structures de stockage d'hydrogène seraient au contact de l'eau de mer, et donc d'avoir des applications comme on l'a montré avec une circulation d'hydrogène à l'intérieur du matériau creux qui serait immergé au contact de l'eau de mer, donc, par exemple. Donc, il y aura un couplage des deux projets qui sera proposé d'ici, alors 2024, pas en 2023, je ne pense pas, mais plutôt 2024. Donc, il y a des discussions aussi avec des entreprises pour notamment développer un projet collaboratif, peut-être ANR ou région. Donc, on n'a pas encore décidé du type de projet de financement. Voilà, merci. Donc, si vous avez des questions. Excusez-moi, je remets mon micro. Donc, merci Frédéric et merci Marinelle pour cette présentation. Est-ce que… Alors, attendez, je remets le fil de discussion parce que je l'ai malencontreusement fermé. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions auprès des participants? Alors, moi j'en ai une. Vu du GEM, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi l'enjeu principal, indépendamment de ce qui vient d'être dit là, vu de vos travaux, c'est quoi vraiment la question principale qui est posée quand on s'intéresse, parce que là c'est marqué, vous avez vraiment présenté des travaux qui concernent le béton, on va dire. C'est quoi le potentiel de développement sur les autres sujets qu'on peut mentionner de type composite et élastomère? Alors en fait, quand le projet Garça a commencé, on a eu une réforme, un nouvel organigramme du laboratoire qui s'est constitué au 1er janvier 2022. Donc les équipes génie civil n'existent plus dans le GEM. On a maintenant des équipes, des unités thématiques de recherche, et notamment moi je suis co-animateur avec Amandine Cellino à Saint-Nazaire, co-animateur du NUTR ingénierie verte, approche de l'ingénierie verte, mêle à la fois des recherches sur les matériaux cimentaires, les composites, les matériaux élastomères et métalliques. En fait, on est une équipe pluridisciplinaire donc qui s'intéresse à plusieurs types de matériaux. Et le projet Garça est inscrit dans le cadre de cette UTR, faire communier un peu les études matériaux, donc on ne va plus s'intéresser uniquement aux matériaux cimentaires comme on le faisait avant. C'est un peu l'idée d'avoir des structures mixtes et d'étudier les structures mixtes. Oui, donc de votre côté, c'est pas tellement… le cœur du sujet, quand même, ça va rester les matériaux cimentaires.
Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe quand on a des structures mixtes, si j'entends ce que tu viens de me dire. C'est ça. C'est la connaissance et le matériau cimentaire, on l'a à peu près, on maîtrise à peu près bien. Donc l'idée maintenant, c'est de voir lorsqu'on associe d'autres types de matériaux à ces structures cimentaires, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et si on utilise uniquement les autres matériaux, alors c'est déjà mené par d'autres équipes de recherche, hein, mais c'est plutôt de voir les structures mixtes, comment elles se comportent. Et quelque chose peut-être qui n'a pas été évoqué en détail dans la présentation, mais comment vous… Donc là, c'est des travaux qui sont très expérimentaux, Oui. c'est des travaux qui sont très importants pour dimensionner un certain nombre de choses. Oui. Est-ce que de votre côté, vous avez des travaux qui transfèrent ça à un moment donné vers des questions qui traiteraient plus de modélisation? Oui. Alors, le travail de modélisation, comme l'a dit Marina, on ne l'a pas présenté, mais il est mené en parallèle. On a un modèle multi-échelle qui a été développé pour partir de la composition fine des matériaux pour remonter jusqu'à la structure, donc qui couple les effets mécaniques et les effets chimiques. Donc le modèle, il est déjà développé. Il nous sert aujourd'hui plus à comprendre ce qui se passe à l'intérieur des matériaux, parce qu'expérimentalement, on a des observations macroscopiques, ce qui se passe en surface, ce qu'on peut mesurer, mais ce qui se passe réellement chimiquement à l'intérieur du matériau, on n'est pas capable de le voir. Donc, le modèle est là plutôt pour ça. C'est le modèle multi-échelle qui est là plutôt pour ça. L'idée, c'est que le modèle multi-échelle aujourd'hui, qui est plutôt un modèle de description, à la fin du projet, on a pour ambition qu'il soit plutôt prédictif, si on maîtrise bien les données. OK. Bon, jusqu'à présent, je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, juste peut-être remercier. Donc, vraiment merci à Frédéric, Marinelle et Olivier d'avoir fait la première de ces webinaires.